Audio Jungle. Vous êtes sur Ecofin Télévision et bienvenue à ce journal rétrospectif. Au terme de sa visite de travail au Lualaba, la première ministre a, au nom du président de la République, procédé le dimanche 15 juin 2025 à l'inauguration de l'école moderne des Kangeya et Dupont, Ludi et Lufupa, situés dans les territoires Muchacha. Judith Souminois a salué l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka à améliorer les conditions d'études des enfants, mais également sa détermination à désenclaver les 5 territoires de la province, selon les instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Regardez. Dans un pays où l'économie repose sur l'industrie minière, la province du Lualaba veut désormais faire de ses infrastructures socio-économiques un levier de transformation. Plusieurs ouvrages de grande envergure ont poussé du nord au sud et de l'est à l'ouest, à Kolwezi et dans les territoires. Au nom du président de la République, la première ministre chef du gouvernement, Judith Souminois, a procédé à l'inauguration de 3 infrastructures construites par la gouverneure Fifi Masuka Saini dans les groupements Moussokantanda en territoire de Muchacha. Il s'agit de l'école moderne des Kangeya, de Pont-Lufupa et Ludi. Bien avant, la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini a, dans son allocution, devant quelques personnalités politico-administratives, militaires et policières ainsi que coutumières, rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour son sens élevé de management et son leadership performant afin de développer les pays à partir de la base. Pour l'autorité provinciale, ces chefs-d'œuvre viennent appuyer la gratuité de l'enseignement prôné par les chefs de l'État qui tient à la valorisation du capital humain. Que le Seigneur bénisse son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et sa politique d'équité territoriale et de valorisation du capital humain, notamment à travers le plan de développement local de 145 territoires. À ce titre, je lui rends encore une fois des hommages très mérités. En inaugurant une école en milieu rural, le gouvernement central ne se contente pas de couper un ruban, il envoie un message fort à toute la jeunesse congolaise, un message d'inclusion, de dignité retrouvée et d'égalité des chances. Votre présence et surtout l'acte solennel que vous allez poser constitue pour nous un tournant historique. Vous jetez aujourd'hui les bases de l'avenir de nos enfants et vous inscrivez l'école moderne de Kangeya au rang de fierté nationale. Les moments forts de cet événement étaient la coupure du ruban symbolique marquant ainsi son inauguration suivie d'une visite guidée de toutes les installations de cette école moderne qui comprend une quinzaine de salles de classe, bureaux administratifs, salles informatiques, plusieurs ateliers, bibliothèques, cliniques modernes, terrain de football, basket et tant d'autres compartiments construits au standard international. Cette école est donc un prototype d'autres écoles construites dans les autres territoires. Dans la large vision présidentielle de connecter les territoires, le gouvernement provincial du Lualaba vient de mettre fin à la rupture territoriale et sociale causée par la destruction de Pont-Lufupa et Ludi il y a plusieurs décennies. La première ministre a procédé à l'inauguration de ces 2 ouvrages hautement historiques pour les populations locales. Pour la première ministre Judith Souminois, ce développement impressionnant du Lualaba est les fruits d'un leadership féminin visionnaire incarné par Masuka Saini Fifi qui œuvre sans relâche pour améliorer la qualité de vie de ses administrés. En alliant ses efforts sous la grande vision du chef de l'État, la province s'engage à bâtir des infrastructures durables essentielles pour encourager la croissance économique et l'inclusion sociale, a-t-elle déclaré. Au nom du chef de l'État, j'ai inauguré ce pont qui a été construit par la province et ça entre vraiment dans la vision du chef de l'État de pouvoir connecter le pays et particulièrement ici 2 communautés. Comme vous le savez tous, ça fait 40 ans que les 2 communautés n'étaient plus en contact. Or aujourd'hui, avec ce pont d'une portée de 35 mètres, les véhicules vont pouvoir passer sur 2 bandes
et ça va pouvoir rejoindre Dilolo. Donc c'est un raccourci qu'on pourra avoir entre Dilolo, passer vers Kolwezi et continuer ensuite vers les autres territoires. La province du Lualaba est donc à un tournant décisif de son développement et chaque infrastructure réalisée représente une pierre angulaire de l'avenir collectif grâce à l'engagement indéfectible de la gouverneure Fifi Masuka Saini, véritable disciple du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au total, 28 projets de loi, dont 15 des ratifications liées notamment aux finances publiques, ont été examinés et adoptés lors de la session ordinaire de mars 2025 au Sénat. C'est ce qu'a souligné le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, et dans son discours de clôture sur le plan social, il a exhorté les gouvernements à prendre des mesures préventives pour anticiper et réduire l'impact des catastrophes naturelles, ainsi qu'à lutter contre les embouteillages persistants dans la capitale Kinshasa. Regardez. Dans son discours de clôture de la session parlementaire, Jean-Michel Samalukonde a rappelé les contextes difficiles auxquels la RDC est confrontée avant de saluer les efforts diplomatiques du gouvernement face aux inondations et aux érosions causées par les pluies diluviennes, entraînant de pertes humaines et la destruction d'infrastructures. Il a exhorté l'exécutif national à mieux prendre en charge les victimes et à renforcer la prévention pour limiter les conséquences. Sur le plan social, notre pays est confronté à plusieurs défis. Je peux citer, entre autres, les inondations et les érosions causées par les pluies diluviennes avec leur lot de conséquences, entre autres perte en vies humaines et en destruction d'infrastructures publiques et privées. Les naufrages et autres catastrophes pour lesquelles j'encourage le gouvernement de la République démocratique du Congo à améliorer la prise en charge des sinistrés et à prendre des mesures préventives pour anticiper et réduire les conséquences. Les embouteillages qui persistent dans les grandes villes et en particulier à Kinshasa. Samalukonde s'est félicité du travail accompli par les sénateurs au cours de cette session ordinaire. Outre les deux propositions de loi déposées par les sénateurs Alphonse Ngoïka Songi et Célestin Vunabandi, 28 projets de loi ont été examinés et adoptés, dont 15 de ratification, notamment dans les secteurs des finances publiques, ainsi que 6 projets autorisant la prorogation de l'état de siège. Outre ces deux propositions de loi, le Sénat a examiné et adopté les 28 projets de loi projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 16153P du 5 octobre 2024 entre la République démocratique du Congo et le Fonds d'OPEP. Le président du Sénat a appelé les sénateurs à consacrer leurs vacances à la population en observant les réalités du terrain et en suivant la mise en œuvre du PDL 145 territoires afin de formuler des recommandations concrètes. Restons toujours au Parlement. En majorité écrasante, les élus nationaux ont les dimanches derniers, lors de la clôture de la session des mars à l'Assemblée nationale, voté pour l'autorisation des poursuites judiciaires à l'encontre des ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Constant Mutamba est accusé des détournements des deniers publics destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. C'est à la suite de la demande d'autorisation sollicitée par les procureurs généraux pris la Cour de cassation. Les détails dans ces récits signés Igor Biwaka. Nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place le parquet financier, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Plus de doutes, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, sera déféré devant la justice. Par leur vote, à une majorité écrasante, les élus nationaux ont scellé le destin de cet homme, appelé à quitter la tête du ministère de la Justice. Dès son arrivée, des réformes annoncées et réalisées, à l'instar de la bancarisation de frais judiciaires, du désengorgement de maisons carcérales, des initiatives qui ont fait parler de lui, mais malheureusement, lesquelles n'ont pas suffi à dissuader les élus du peuple à voter contre les poursuites judiciaires
qui implique la démission de ses membres du gouvernement souminois. Mutamba est ainsi accusé des détournements de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Après une autorisation d'instruction, voilà celui qui s'est érigé en ferveur défenseur de la bonne gouvernance vient d'être lui-même mis en accusation pour de faits des détournements. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation aux faits de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Dans sa récente récusation contre le procureur général près la Cour de cassation, derrière cette instruction, Mutamba dénonçait un acharnement à l'encontre de sa personne. Y a-t-il réellement acharnement ou simplement un engagement de lutte contre les détournements? La célérité de cette affaire, dans un système judiciaire réputé d'être très lent, pourrait constituer un indicateur pour une réponse impartiale. Pour mémoire, la même Chambre des représentants du peuple a voté contre l'instruction judiciaire à l'endroit de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, accusé par les procureurs généraux près la Cour de cassation de divulguer des secrets d'État et des propagations de faux bruits. Et puis cette information, les équipes de l'Inspection générale des finances retournent sur les terrains pour contrôler les entreprises et établissements publics. Mission assignée, faire la lumière sur la gestion des fonds publics. Le chef des services de l'IGF, Christophe Bitassimwabayi, a dicté à tous les inspecteurs et inspecteurs généraux des finances les conduites à suivre sur les modalités pratiques et les termes des références pour bien mener cette vague des missions. Regardez. C'est un appel à la mobilisation lancée au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service, Christophe Bitassimwabayi, avec à ses côtés son second, Emmanuel Chibingu, et les coordonnateurs Hermani Eleza, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux de finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont les autres missions, la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de mission qui concernent de nouvelles missions. Et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs des finances sur les termes de référence de ces missions et sur le comportement à tenir lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances. Il s'est dénoté que cette rencontre fait suite aux instructions reçues de la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et son collègue du budget, Aimé Bougie, ont signé le mardi 16 juin les mémorandums des politiques économiques et financières. Cette signature intervenue lors de la réunion de la Troïka stratégique tenue au centre financier de Kinshasa prépare la transmission officielle du document au Fonds monétaire international FMI en sigle en amont de la réunion du conseil d'administration prévue pour les 2 juillet de l'année en cours. Images et commentaires. Réunie sous la présidence du ministre des Finances Doudou Fouamba, la Troïka politique franchit une étape importante dans la mise en œuvre de réformes économiques en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances et du Budget ont signé ensemble
Le mémorandum des politiques économiques et financières, un document stratégique qui définit les engagements du gouvernement en matière de stabilité macroéconomique et de gestion des finances publiques. Ces documents stratégiques, transmis immédiatement au Fonds monétaire international, préparent la tenue du conseil d'administration du FMI prévu le 2 juillet prochain. Le mémorandum formalise les engagements et les réformes prioritaires du gouvernement en matière de gestion économique. À cet effet, le ministre ont appelé leurs services respectifs ainsi que la Banque centrale du Congo à accélérer l'exécution de mesures prévues d'ici fin juin pour consolider la stabilité macroéconomique et affirmer la crédibilité du pays. Les experts du ministère concernés sont instruits de faire le point sur l'état de mise en œuvre de réformes et de coordonner les prochaines étapes afin de garantir le respect des engagements pris. Ces réformes visent à consolider la stabilité économique, à renforcer la crédibilité de l'État et à garantir une gestion rigoureuse des ressources publiques. La signature de ces mémorandums constitue une étape clé dans les discussions en cours avec le FMI et marque la volonté du gouvernement de maintenir le cap des réformes et d'assurer la transparence dans la gouvernance économique du pays. La réunion du groupe d'amitié RDC-USA à l'Assemblée nationale s'est tenue le mercredi 18 juin, axée sur le soutien aux initiatives diplomatiques du président de la République, Félix Tshisekedi, et à l'accord minier RDC-USA en gestation. La dite réunion, à laquelle ont pris part les députés nationaux et l'ambassadrice des États-Unis accréditée en RDC, Lucie Tamlin, a connu également la participation du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a invité ce groupe à appuyer les plaidoyers de la RDC pour les renouvellements de la GOA. Question d'accroître le volume des échanges commerciaux. Images et commentaires. Parlant du renforcement de la coopération économique et commerciale entre Kinshasa et Washington, avec l'accord minier en gestation qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, le ministre du Commerce extérieur a invité au cours de cette réunion les investisseurs américains de venir faire le business en RDC en appuyant le développement des chaînes de valeur régionales dont les grands projets autour de l'industrie des batteries et véhicules électriques développés par la RDC et la Zambie. À cette occasion, il a appelé les députés nationaux membres du groupe d'amitié RDC-USA d'accompagner la campagne de la vente de la bonne image de la RDC au niveau des États-Unis d'Amérique, image ternie injustement par un réseau international, après avoir donné le détail sur les piliers clés du programme du gouvernement Judith Souminois dont la sécurité et la stabilité, le développement socio-économique, la gouvernance et la démocratie, la coopération économique et commerciale représentent des priorités. Saluant les rôles majeurs joués par l'administration Trump face à l'agression de la RDC par les Rwandais avec les sanctions infligées, Julien Paluku a au nom du gouvernement congolais invité les États-Unis d'Amérique à accentuer la pression sur l'agresseur et ses supplétifs de l'AFC M23 qui se distinguent dans des violations massives des droits de l'homme dans des zones occupées. Et condamnant avec la plus grande fermeté l'agression de la RDC par les Rwandais et les exactions commises par l'AFC M23, la diplomate américaine Lucie Tamlin a laissé entendre que l'accord sur le développement de chaînes autour des minerais stratégiques de la RDC constitue une nouvelle phase dans la consolidation des relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC et sur l'augmentation des échanges commerciaux entre Kinshasa et Washington, d'où les élus nationaux ont un rôle capital à jouer dans cette nouvelle dynamique. Précisant que la promotion de la paix et de la stabilité dans la région du Grand Lac augure le développement durable de cette partie du continent africain. Et puis, à marge des discussions qui sont en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis concernant un éventuel partenariat axé sur les minerais contre la sécurité, les voix ne cessent de s'élever. Les cas récents et celui d'Emmanuel Umpula, directeur exécutif des AfriWatch, une organisation de la société civile qui milite pour une exploitation juste et équitable des ressources naturelles en Afrique. Ces derniers, lors d'un entretien le vendredi 20 juin dernier, estimait que cet accord doit servir les intérêts de la population en général et non des individus, tout en tenant compte des générations futures. On l'écoute depuis Canada au micro de Fulgence Nilaï. Il n'est pas interdit à la RDC en tant que pays de faire des négociations avec d'autres pays. Cependant, en tant que Congolais, je me dis, est-ce que
déjà dire minerai contre sécurité, est-ce que ça fait un bon sens? Est-ce que ça pour moi, de mon point de vue en tant que Congolais, je me dis, est-ce que la RDC est dans une condition de bien négocier un contrat qui va être bénéfique à ses intérêts, ou bien l'idée c'est de sauver plutôt les intérêts individuels que de négocier un accord qui va permettre à ce que la RDC puisse non seulement connaître la stabilité, mais aussi puisse bénéficier de ces minéraux. Mais au-delà de tout, sans vouloir faire des polémiques autour de cet accord, tout ce que nous disons, c'est que je pense qu'au niveau interne, nous avons beaucoup de choses à faire pour améliorer notamment notre gouvernance. Et c'est ça qui va permettre à ce que l'État puisse avoir suffisamment de moyens pour investir non seulement dans le social, mais aussi dans les aspects sécuritaires. La province d'Ilualaba a activé la vision du chef de l'État portant sur la revanche du sol sur les sous-sols. Le gouvernement provincial s'est satisfait des retombées positives du financement d'un projet de riziculture mené par un jeune entrepreneur, l'Olabé Jules Kuzuka, est venu présenter à la gouverneure Fifi Masuka Saini les prototypes des riz Made in Dilolo qu'il produit sur une étendue de 100 hectares. Images et commentaires. Le slogan du chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols, une réalité concrétisée au Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui, à travers le ministère provincial en charge de l'agriculture, avait appuyé le projet d'un jeune entrepreneur du territoire de Dilolo qui s'est concentré dans la riziculture. Jules Kuzunga a présenté les fruits de son travail à la gouverneure Fifi Masuka du riz Medine Dilolo, Muchele Yalualaba. Vous nous avez donné la chance, vous avez voulu que nous produisons le riz bio pour que la population du Lualaba consomme sa propre production. Nous sommes ici pour vous présenter la marque de notre riz, une denrée alimentaire tant importée. Or, la province du Lualaba regorge d'énormes potentialités pour produire et nourrir sa population. Satisfaite du travail abattu en s'adonnant dans l'agriculture, Fifi Masuka Saini a félicité les jeunes entrepreneurs qui a compris que l'investissement n'est pas toujours dans les mines, mais aussi dans d'autres domaines, surtout dans l'agriculture, car le Lualaba se veut un grenier agricole, regorge de nombreuses terres arables. Je suis fier de t'avoir comme enfant dans cette province du Lualaba. Tu es la fierté pour toute la jeunesse. Va de l'avant, que Dieu t'accompagne. Jules Kuzunga a remis une tonne de riz purement bio à la gouverneure, les prémices de sa première récolte. Ce jeune entrepreneur lualabé, qui a commencé manuellement avec 10 hectares, mais aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement provincial, a réalisé plus ou moins 100 hectares, mais compte travailler d'arrache-pied pour atteindre 500 hectares cette année culturelle 2025. C'était également une occasion pour lui de présenter à la gouverneure, accompagné de ses membres du gouvernement, 4 tracteurs avec tous ses accessoires et 4 remorques pour les transports de produits jusqu'aux entrepôts de stockage sous financement du gouvernement provincial. Un message fort à tous les autres jeunes entrepreneurs de la province qui avaient bénéficié de l'appui du gouvernement provincial de se mettre au travail et justifier les fonds perçus. Bientôt, les marchés du Lualaba seront inondés. L'attente de l'État minerai d'exportation de la République démocratique du Congo a enregistré une hausse des prix de 0,41% la semaine du 16 au 21 juin 2025 contre 31 153 $ la semaine précédente, selon un rapport de la Commission des mercuriales structures du ministère du Commerce extérieur. D'après les 10 rapports publiés en début des semaines, les prix du cobalt, du nickel et du zinc connaissent par contre une baisse. Fulgence Milaille pour plus de détails. L'État observe une hausse des prix sur les marchés internationaux durant la semaine du 16 au 21 juin 2025. Il s'est négocié à 31 282 $ américains contre 31 153 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 0,41% à la tonne. Concernant les thym,
Il a observé une hausse des prix sur les marchés internationaux durant la semaine du 19 au 24 mai 2025. Il s'est négocié à 32 216,25 $ américains contre 31 125 $ américains la semaine précédente, soit un recul de 3,51%. Une hausse des prix de ces mêmes produits miniers a été également observée sur les marchés internationaux durant la semaine du 26 au 31 mai 2025. Il s'est négocié à 32 923,75 $ américains contre 32 216,25 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 2,20% à la tonne. Cette tendance a été suivie d'une baisse des prix enregistrée la semaine du 21 au 26 avril 2025 sur les marchés internationaux. L'étain était négociable à 30 891 $ américains contre 35 743,75 $ américains la semaine précédente, soit un recul de 13,58%. Ces fluctuations ont un impact direct sur l'économie congolaise, fortement dépendante des exportations de matières premières, et notamment dans le secteur minier. Signalons que la production mondiale minière d'étain est dominée par la Chine et l'Indonésie qui, ensemble, fournissent environ la moitié de l'ensemble de la quantité produite au monde. Bien que son exportation reste suspendue par les gouvernements congolais, le prix du cobalt est passé de 33 000 $ américains à la tonne la semaine passée à 32 791 $ cette semaine. Le nickel recule de 13 972,10 $ à 13 474,31 $ la tonne et les zinc passent de 2 663,90 $ à 2 629,20 $ la tonne. Pendant ce temps, le cuivre maintient sa tendance haussière sur les marchés et depuis la première semaine du mois de juin. Pour la semaine en cours, son prix passe de 9 646,50 $ à 9 812 $ la tonne. Quant à l'or, qui était en baisse la semaine passée, il connaît une augmentation cette semaine, passant de 108,5 $ à 108,29 $ le gramme. Entre-temps, le tantal et le germanium maintiennent leur stabilité des prix, se négociant de manière respective à 227 $ le kilogramme pour le tantal et à 2693,25 $ américains la tonne pour le germanium. Vous devez également savoir que le prix d'un sac de ciment de 50 kg a sensiblement augmenté ces derniers jours à Kinshasa, passant de 28 000 francs congolais, soit 10 $ américains au mois de décembre 2024 à 55 000 et 60 000 francs congolais, soit plus ou moins 20 $. Les commerçants rencontrés les mardis derniers déplorent ces faits attribués notamment à la grève des transporteurs des poids lourds. Michel Kanchama et Sélé Chamala pour les reportages. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces jours-ci, une hausse sensible des prix du sac de ciment est constatée, mais également déplorée à la fois par les vendeurs et les acheteurs. Vendu à 28 000 francs congolais, soit 10 $ américains, il y a quelques mois, les prix d'un sac de ciment de 50 kg varient actuellement entre 55 000 et 60 000 francs congolais, soit au moins 20 $ américains. À en croire les commerçants rencontrés, cette augmentation des prix est causée par la grève des conducteurs de véhicules poids lourds victimes des mesures de régulation routière prises récemment par les autorités urbaines à Kinshasa. La gestion du stock disponible est aussi à la base de la hausse du prix du ciment. Lorsqu'il y a une forte demande et l'offre baisse, par conséquent, c'est l'augmentation des prix. Cette situation vient d'être décomptée par la levée des mesures, mais cela ne suffit pas. L'État congolais doit revoir la baisse de prix, sinon cette situation va persister et pour nous, c'est un manque à gagner. Bien que ces mesures restrictives viennent d'être levées, la reprise du trafic des conducteurs des véhicules poids lourds tarde à reprendre complètement. Prenons cette information avant de se quitter. La commune de Kinshasa, située au nord de la capitale de la République démocratique du Congo, fait face à des problèmes récurrents d'assainissement, principalement des curages, des canalisations d'eau usée ou des puits qui sont généralement bouchés. Conséquence, les voies routières sont envahies par ces eaux, exposées ainsi à une dégradation rapide et rendant la circulation moins fluide aux heures des pointes. Les jeudis, nos reporters Divine Mwenze et Joe Manana étaient à la rencontre des riverains.
Les canalisations d'eau usée ou de pluie à Kinshasa sont bouchées, faute de curage permanent. Ici sur l'avenue Wangata, dans la commune de Kinshasa, au nord de la capitale, et à quelques encablures du centre-ville, à peine réhabilitée, la chaussée est déjà engloutie par les eaux usées, au risque de provoquer rapidement sa dégradation. N'ayant nul canal ou coulée, les caniveaux étant bouchés par des déchets solides des différentes natures. Ce problème d'assainissement est assez présent à travers la ville, où le curage des caniveaux est irrégulier. Comme ici, au rond-point Etienne Tshisekedi, ex-rond-point Willery, où les caniveaux bouchés refoulent les eaux usées sur la chaussée, causant ainsi les nids de poules. Une situation qui entrave l'écoulement normal des eaux usées et ses corolaires sanitaires notamment. Parce que les gens n'est pas instruits. Moi je peux dire qu'ils n'est pas instruits, ils ne savent pas la valeur des caniveaux. S'ils sont instruits, ils vont enlever parce qu'on a mis les poubelles. Moi vraiment je demande que à notre gouverneur qu'il puisse mettre les poubelles publiques. Il n'y a pas les poubelles publiques, on jette partout dans les caniveaux. La réponse urbaine qui ne vient jamais. Riverains qui confrontent les canalisations d'eau usée au déchargement public sont pointés du doigt. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de responsabiliser la population à veiller sur l'assainissement de son environnement, notamment à curer la partie du caniveau devant chez lui. Ensuite, les services de l'OVD passera pour enlever les déchets. La ville de Kinshasa vient de bénéficier de l'approbation de la Banque mondiale pour un projet d'assainissement évalué à 200 000 $ américains, un accompagnement porteur d'espoir pour plusieurs dans la capitale de la RDC. En attendant, le curage régulier des caniveaux, l'application de la réglementation sur l'urbanisation, la sensibilisation de la population sur les principes d'assainissement et de gestion de déchets sont recommandés. C'est la fin de ces journaux rétrospectifs. Un grand merci de l'avoir suivi. Au revoir.